c'est l'histoire d'une terre grande comme la moitié de la France. Une terre immense, riche en ressources, mais officiellement, sans propriétaire. Un désert stratégique où se joue, depuis plus d'un demi-siècle, l'un des conflits les plus anciens du monde. Au cœur de cette bataille, un peuple en quête d'indépendance, et deux frères ennemis, le Maroc et l'Algérie. Aujourd'hui, ce territoire longtemps oublié arrive à un tournant. Le Maroc semble avoir pris un avantage décisif. En 2020, les États-Unis ont reconnu sa souveraineté sur le Sahara occidental. Un geste historique et controversé. Mais comment Rabat a-t-il réussi à s'imposer, contre le droit international, tout en s'assurant le soutien des grandes puissances? Retour sur une conquête diplomatique sans précédent. Acte 1. Le rêve du Grand Maroc. 1956, le Maroc devient indépendant. Dans les rues, la foule célèbre la fin du protectorat français. Mais le roi Mohamed V, lui, ne se satisfait pas complètement. Pour lui, l'indépendance ne sera totale que lorsque le pays aura récupéré toutes ses provinces historiques. Eh bien, je voudrais tout d'abord bien préciser que dans notre esprit, les négociations ne sont pas terminées, que ce n'est qu'une première phase, et que si les négociations sont terminées en ce qui concerne l'indépendance, elles ne vont que commencer en ce qui concerne le domaine de l'interdépendance franco-marocaine. Celle où les grandes dynasties marocaines ont régné pendant des siècles. C'est la naissance du concept du Grand Maroc. Mais un territoire attire plus que tous les autres, le Sahara occidental. Non pas seulement pour des raisons symboliques, mais pour ses richesses. Les eaux sahariennes sont parmi les plus poissonneuses du monde. Et le sol du désert recèle un trésor stratégique, le phosphate, composant essentiel des engrais, donc vital pour l'agriculture mondiale. Seul problème, le Sahara occidental n'appartient pas au Maroc. Depuis la conférence de Berlin de 1884, il est colonie espagnole. Et pendant près d'un siècle, personne ne remet cela en question. Acte 2. Les frères ennemis, Maroc vs Algérie. Dans les années 1970, tout change. Alors que la vague des indépendances secoue l'Afrique. Le Sahara occidental devient l'un des derniers territoires coloniaux du continent. Un mouvement armé apparaît, le Front Polisario. Un groupe sahraoui qui réclame l'indépendance totale du territoire. L'Espagne, affaiblie, semble prête à accorder une autonomie. Mais la nouvelle provoque la colère du Maroc et attire l'attention de son voisin, l'Algérie. Les deux pays, déjà en froid depuis des années, vont transformer la question du Sahara en affrontement géopolitique. Officiellement, l'Algérie soutient le Front Polisario au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Officieusement, elle y voit aussi un moyen d'affaiblir Rabat, et peut-être, d'accéder un jour à l'océan Atlantique. Le Maroc, lui, refuse de perdre cette bataille. Son roi, Hassan II, parle de réunification nationale. Mais il sait qu'une invasion militaire directe provoquerait un scandale international. Alors, il choisit une autre stratégie, le droit. Acte 3. La marche verte, un coup de force historique. Hassan II saisit la Cour internationale de justice. En 1975, le verdict tombe. Oui, certains liens d'allégeance existaient entre les tribus sahraouis et le sultan du Maroc. Mais aucun lien de souveraineté n'est établi. En clair, le Sahara occidental n'appartient pas au Maroc. Mais Hassan II choisit d'en donner sa propre interprétation. Et le 6 novembre 1975, il lance une opération inédite, la Marche verte. 350 000 civils marocains marchent vers le Sahara, brandissant le Coran et le drapeau national. Un acte présenté comme pacifique, mais qui cache une manœuvre politique parfaitement calculée. Car pendant que la marche avance, Rabat négocie en secret avec l'Espagne. L'accord est signé à Madrid. L'Espagne conserve la souveraineté nominale du Sahara, mais en transfère l'administration au Maroc et à la Mauritanie. Un accord que l'ONU ne reconnaîtra jamais. Mais sur le terrain, le Maroc s'installe. Le Front Polisario riposte, déclenchant une guerre de guérilla soutenue par l'Algérie. Des dizaines de milliers de Sahraouis fuient vers les camps de réfugiés de Tindouf. Face aux attaques, le Maroc construit un mur de sable de 2700 km. Une fortification gigantesque truffée de mines et de bases militaires. Derrière ce mur, le royaume verrouille progressivement le territoire. Acte 4. Le Maroc gagne la guerre, sans tirer. Dans les années 1980 et 1990, Hassan II change de stratégie. Il comprend qu'il peut gagner par la politique ce qu'il ne peut obtenir par la guerre. Le royaume investit massivement dans ce qu'il appelle ses provinces du Sud. Routes, hôpitaux, universités, ports, hôtels de luxe. Le Sahara devient une vitrine du Maroc moderne. À la mort d'Hassan II en 1999, son fils Mohamed VI reprend le dossier. En 2007, il propose un plan d'autonomie. Un gouvernement sahraoui local, mais toujours sous souveraineté marocaine. Un compromis qui séduit les grandes puissances. Peu à peu, le Maroc gagne la bataille diplomatique. En 2020, les États-Unis reconnaissent sa souveraineté. En échange de la normalisation de ses relations avec Israël. Un tournant majeur.
Puis vient l'Espagne, ancien colonisateur, qui change à son tour de position. L'Allemagne, le Royaume-Uni, et plusieurs pays africains suivent. Sous la pression économique, religieuse et diplomatique, Rabat impose son récit à la scène internationale. Aujourd'hui, le Maroc contrôle la quasi-totalité du Sahara occidental. L'Union européenne commerce avec lui, malgré les réserves de l'ONU. Et sur le terrain, les Sahraouis vivent entre espoir et résignation. En octobre 2025, le Front Polisario s'est dit prêt à accepter un plan d'autonomie, à condition qu'un référendum soit organisé. Mais ce vote n'aura peut-être jamais lieu. Le Maroc a compris qu'en politique internationale, le temps finit toujours par légitimer le fait accompli. Alors, le Sahara occidental est-il définitivement marocain? Ou simplement suspendu dans le désert de l'histoire? En attendant qu'un jour, le vent tourne à nouveau? Parce qu'ici, au Sahara, le vent change vite.